Camille, tu restes soft. Hein. Il s'est rien passé, moi. Je veux te dire, j'étais... Le truc le plus dysfonctionnel que j'ai fait, c'était un apéro avec du saucisson et du vin ramené dans nos bagages. Donc ça reste quand même très soft. Ouais, mais c'est hyper... Non, mais tu te rends pas compte, pour les gens de la Silicon Valley, c'est hyper dystopienne. Hein. Déjà, tu t'es pas fait piquer ton saucisson à la douane, t'as du bol. Hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission et chaque semaine, je vous propose de débattre avec mes invités des sujets caliente de la Silicon Valley. Ils reviennent de Las Vegas, ils étaient au CES, le grand show de la tech, ils ont bu tout un tas de Moscow Mule, ils ont perdu toutes leurs économies au blackjack, mais ils ont vu plein de trucs super cool, et ils viennent nous en parler dans Silicon Carnet. Cette semaine, je vous demande d'accueillir à mes côtés Camille Lambert, la daronne. Oui, la daronne était à Vegas, et elle va nous raconter ce qu'elle a fait là-bas. Jean-Philippe Ancos, il travaille pour l'innovation pour le groupe Nagarro, c'est une société de conseil. Lui aussi était à Vegas, et il a pris plein de notes, et il va venir nous en parler. Et Olivier Laborde, leader Innovation et Transformation chez BPCE et aussi auteur et chroniqueur dans le monde de la tech. C'est un plaisir d'avoir Olivier et Jean-Philippe avec moi parce que vous êtes des membres éminents de l'Hacienda. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette émission n'était absolument pas prévue. Je vous ai prévenu juste il y a quelques heures parce qu'en fait, vous étiez en train de parler du CES dans WhatsApp, dans le groupe de l'Hacienda. Moi, j'y étais pas au CES. Et puis votre conversation était super intéressante et je vous ai dit bon bah allez venez on va faire une émission, on va enregistrer un truc et vous avez dit bah ok, donc voilà, on se retrouve là, moi j'ai pas super préparé l'émission, donc ça va être vraiment vous qui allez driver le truc, mais c'était comment Vegas, la daronne? Bah écoute, Vegas c'était pas mal. T'as pas beaucoup dormi? Bah, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai beaucoup prospecté, parlé aux clients américains. Et puis surtout, je n'ai pas joué l'argent de la BPI au casino. Ça, c'était quand même... bien. Écoute, ça a été ma pierre personnelle à l'édifice de la boîte pour lequel j'y étais. Donc, tu vois. Tu sais ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à une anecdote où il y avait une femme founder dans laquelle j'avais investi et je ne donnerai pas son nom, mais un jour, elle avait levé une grosse série avec des investisseurs en France. Et une des remarques qu'on lui avait fait quand elle avait le jour de la signature, on lui avait dit « Bon, ben voilà, maintenant, il faudra pas dépenser l'argent au sac à main. » Et tu vois, c'est typiquement le genre de réflexion qu'on fera jamais à un mec, mais qu'on lui avait fait à elle. Et bon, c'était il y a quelques années. Je pense que l'écosystème a beaucoup changé depuis. Mais ça me fait penser à ça. Tu vois, tu nous dis, j'ai pas dépensé le pognon de la BPI au blackjack. On s'en doute. Et je rajoute, comme on est une boîte, on est deux cofondatrices et un homme, tu sais, tu peux louer des salons pour recevoir tes clients. Et nous, on a ramené le saucisson et le vin blanc dans nos valises de France pour, toi, du coup, on a fait 1 heure avec nos clients pour 50 €, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, super argument de vente, le saucisson pour les Américains. Le saucisson et le vin blanc, ça marche toujours au CES, effectivement. Jean-Philippe, Olivier, c'était votre premier CES? Non, Olivier, toi, t'es un habitué. Non, moi, ça fait plusieurs fois que j'y vais et que j'y retourne toujours avec plaisir. Ça donne. Et t'en as combien au compteur maintenant, quoi? 4 ou 5, je crois. Parce qu'après le Covid, on sait pas si ça compte. C'était on va dire un digital. Et c'était comment cette année? Bah, ça remonte en puissance. Tu sais qu'il y a eu le post-Covid qui était, on va dire un peu difficile pour tous les salons d'ailleurs de la tech, pas que pour le CES. La dernière déjà, ils étaient revenus à, on va dire, à un niveau de fréquentation honorable, je vais le dire comme ça. Et puis cette année, ça continue à progresser, et puis ça revient au niveau d'avant Covid en fait, tant au niveau de la surface qu'au niveau des exposants. On va parler des chiffres effectivement. Jean-Philippe, toi de ton côté, c'était ton premier CES ou pas du tout? Non, c'était le 5e. Un CES les deux des habitués, ouais. C'est exactement. Et c'est un CES assez froid parce que je sais pas pourquoi le climat était vraiment très froid, mais toujours aussi sympa. On a pu tester la sphère, Fremont Experience en marge du CES. Et le CES toujours gigantesque, donc il faut toujours courir, marcher énormément. Je crois que nous, on a fait 100 000 pas
En 5 jours. Alors là, ça c'est très drôle parce que tout le monde, j'ai entendu que ça. Les gens ont compté et publié le nombre de pas qu'ils avaient fait au CES. J'ai vu plein d'updates là-dessus. Comme quoi, l'Apple Watch a bien marché. C'est-à-dire que tout le monde est équipé d'une Apple Watch. Aujourd'hui, on mesure tout, en fait, y compris le nombre de pas qu'on fait au CES. Se demander si les gens ne sont pas allés au CES pour la forme. Pour entretenir leur forme. En tout cas, le CES, il s'est terminé ce week-end. Alors, on le rappelle, le CES, c'est le grand show de la tech mondiale. C'est un peu le salon de l'agriculture avec un peu moins de vaches et un peu plus de start-up. On y va généralement pour découvrir les nouvelles tendances, puis aussi pour s'échapper du train-train quotidien et faire un tour à Vegas. Moi, personnellement, ça fait des années que j'y vais plus. Il y a trop de monde, trop de bruit. Il y a un peu trop de tout pour moi, mais comme je le disais, vous y étiez et du coup, ça vaut le coup de vous écouter et du coup, j'ai envie d'y avoir été à travers vous et de vous entendre. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec vous. D'abord, on va reprendre effectivement les chiffres, Olivier. Explique-nous le CES. Il y a eu cette histoire de Covid, donc c'était un petit peu down. Il y a eu même des années où il n'a pas eu lieu. Donc là, on est en train de revenir à un CES à la normale. Donc tu me disais, c'est à peu près 250 000 mètres carrés d'expo. 2,5 millions de mètres carrés d'exposition. Non, en square feet, mais en mètres carrés. Square feet, pardon, excuse-moi, oui. Ouais, en hausse de 15% par rapport à l'année dernière, effectivement. Ouais, donc c'est en hausse en fait par rapport à l'année dernière, c'est ça. Ouais. La surface est en hausse. 300 exposants. Alors dans les exposants, tu as les grands constructeurs automobiles et puis tu as la toute petite start-up où il n'y a qu'une seule personne. Donc on dit 4300 exposants et puis après en général on cite le nombre de start-up. Elles étaient 1400 start-up à l'Eureka Park. On pourra revenir peut-être sur les différentes localisations parce que le CES c'est pas juste un seul endroit. Et puis il y avait donc 135 000 participants avec un record qui a été annoncé par Gary Shapiro de 40% de participants qui venaient de l'extérieur des États-Unis. Donc mais ça c'est intéressant, ça veut dire quoi? Parce que à la limite, bon, je les connais les Américains, hein, c'est l'art du storytelling. Donc quand ils disent ouais, on a battu un record, il y a 40% de gens qui viennent de l'extérieur des États-Unis, en fait, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui sont venus des États-Unis. C'est comment transformer une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le CES a perdu un peu de sa superbe localement et qu'il ne fait plus rêver que les étrangers qui continuent d'y voir une sorte je sais pas s'il faut l'interpréter de cette façon. Je pense que le CES essaye chaque année, c'est aussi c'est du business, hein, aux États-Unis, donc c'est une énorme association marketing qui essaye de vendre son show un peu partout dans le monde. Et je pense que en fait aussi ils sont allés chercher côté Asie, puisqu'on a vu que la Corée du Sud et d'autres pays comme le Japon étaient venus en force cette année. La Chine, on va dire, est toujours un peu absente, même si elle est très présente, mais pas forcément à la hauteur de la taille de. Pour moi, c'est plutôt une vitrine. Et en fait, tu vois, moi, typiquement, je suis venu pour voir mes clients et mes futurs clients. Et en fait, c'est hyper pratique parce que tu prospectes plein de gens au même endroit qui, clairement, de Paris, ce serait beaucoup plus galère de rencontrer tous ces gens-là, d'avoir une conversation ouverte avec eux hyper facilement. Tu vois, j'ai croisé des gens complètement improbables. Donc, je pense qu'aussi, c'est en train de passer... c'est une très bonne vitrine pour montrer ta boîte, pour montrer la puissance de ton écosystème, et c'est une très bonne vitrine pour prospecter rapidement beaucoup de gens et pour valider des hypothèses commerciales, toi. Donc mais ça, c'est vrai essentiellement pour des boîtes à l'international qui sont pas présentes aux États-Unis ou qui sont moins présentes aux États-Unis. Oui, mais du coup, c'est pour ça que les boîtes internationales viennent beaucoup là, parce que en une fois, tu valides si t'as un marché ou pas, en fait. Une chose que vous me disiez, c'est qu'il y avait beaucoup de grosses entreprises qui étaient représentées. Olivier, tu mettais un chiffre dans ton post sur LinkedIn que j'ai partagé ce matin, qui est 60% des entreprises des Fortune 500 étaient représentées au CES, c'est colossal. Donc en gros, grosso modo, quand on est un grand compte, on se doit d'être au CES et c'est pratiquement obligatoire. D'une manière ou d'une autre, oui. Alors je vais citer peut-être, je sais pas si c'est pas confidentiel puisque ça a été dit sur place, mais par exemple une société comme Plastic Omnium avait décidé de pas aller au CES cette année. Qui ça? Plastic Omnium. Le numéro 1 mondial des poubelles, pour info. Ah d'accord. Et donc son PDG l'avait annoncé à la presse pour des questions d'économie. Les stands ça coûte très cher, notamment l'ICC. Et puis finalement ils ont pris la décision au dernier moment de louer une suite assez grande quand même, à taille réduite et quand même d'être présents. Donc c'est bien qu'ils ont
conclu en fin d'année qu'il fallait quand même tout de même être présent. Ah oui, parce que il y a ça, effectivement, Olivier, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que ça, c'est plutôt pas con, c'est le fait de réserver une suite dans un hôtel, c'est-à-dire on n'est pas forcément présent avec un stand qui coûte horriblement cher, et on organise en fait des rendez-vous dans une suite, dans un des hôtels classe du Strip de Vegas. Il y a également des suites également sur les sites du CES. Hein. C'est ça. T'as Stellantis Stellantis qui était au Vénitian, par exemple. Et par exemple, mon frère qui aussi exposait au CES, eux, c'est une boîte audio. Ils avaient réservé une suite avec 10 autres boîtes audio au Vénitian, en fait. Donc toi, je pense que, par exemple, Stellantis, quand t'as pas une nouvelle voiture à présenter, tu vas pas prendre un stand au LVCC parce que ça coûte très cher. Tu vas prendre une suite pour quand même rester en contact avec tes clients. Ouais, Jean-Philippe, vas-y. En fait, j'essaye de faire à peu près tous les stands, tous les trucs. Et en fait, il faut que tu ailles courir dans les suites pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu ailles courir dans les salons privés. Attends, t'as fait tous les suites. T'as fait tous les trucs. On a fait tout le Reka Park, ensuite tout le LVCC, et ensuite les trucs d'Amazon qui est sur le côté, Google, Continental qui sont aussi à l'extérieur. Et on essaye de faire un peu tout pour voir, et on en a raté. Typiquement, Samsung, ils étaient à 2 endroits. Un endroit dans le Vénitian où il y avait les objets très tech, et puis un truc plus B2C. Et on a raté le Samsung, j'étais dégoûté. Mais moi, je me pose la question, très honnêtement, mais peut-être que c'est mon côté San Francisco, je vis dans ma bulle, et puis on est un peu dans le métaverse, tu vois, moi je bouge pas d'ici, quoi. Mais je me pose toujours, est-ce que CES est toujours pertinent en 2024 ? L'impact environnemental, il est juste colossal, hein. Tu me dis 135 000 personnes qui viennent pratiquement tous en avion au CES. Moi, de l'extérieur, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de concours de quéquette de boîte du Fortune 500 à celui qui a la plus grande. Ou alors une sorte de récréation. Non, je vous la fais piquanter, hein. Moi, je vous donne ma version à moi. Pour moi, c'est une sorte de récré des cadres en innovation qui ont bien travaillé. Olivier, visiblement, t'as bien travaillé cette année, comme d'habitude. Non, mais moi, c'est ma version piquante du CES. Vous n'êtes pas d'accord? Bah, vous en revenez, mais. Non, mais tu vois, si tu compares Vivatech, par exemple, à CES. Au Vivatech, le problème, globalement, c'est que tout le monde, le soir, rentre dans sa maison, donc t'as pas d'off-site. Là, en fait, on est tous au même endroit, personne n'est en local avec sa famille. Pour boire du Moscow Mule. Oui, mais du coup, le networking est de bien meilleure qualité. Typiquement, moi, j'ai le numéro de téléphone du Head of Robotics de Nvidia. Je peux dire qu'à Vivatech, je ne l'approche même pas. C'est-à-dire que je n'ai ni son mail. Lui, je l'ai peut-être parce qu'il est pas dans sa ville. Mais là, je lui ai proposé un apéro saucisson. Et tout de suite, j'ai eu son numéro de téléphone. Non, mais tu vois. Oui, mais tu peux proposer du saucisson à. Oui, mais sauf que toi, tu rentres chez toi le soir à Paris. Alors que là, personne rentre chez soi. Je vais abonder dans son sens. En fait, je vais te donner un exemple. Effectivement, Vivatech, c'est le show on va dire, des grandes marques déjà. C'est pas le show des startups, c'est les grandes marques qui invitent les startups. Donc c'est 4 sponsors ou 10 maintenant qui montent leur start-up, et t'as des délégations qui viennent, et t'as le DG je vais pas citer de marque pour pas me faire d'ennemis, mais il vient 2 heures, il a un aéropage autour de lui, il a 20 personnes. Ouais, et il se barre. Voilà. Et l'année dernière, sur le CES, donc j'ai passé peut-être 3/4 d'une journée avec le numéro 2 d'une grande banque française, tout seul. Et ils ont du temps, il était tout seul, il a que ça à faire. Il a 9 heures de décalage avec la France, donc il a pas d'email ou pas de coup de fil de la France. Ah, vous découvrez ce qu'on appelle ici le Magic Time. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous dites, en fait, c'est la démonstration de ce qu'est la Silicon Valley. C'est-à-dire que comme on a 9 heures de décalage, que l'Europe dort et que le Japon s'est pas encore, que l'Asie ne s'est pas encore réveillée, du coup, on a un temps où on est obligé de travailler ensemble, de collaborer, de discuter ensemble, parce qu'il y a personne d'autre avec qui collaborer ou travailler. Et puis ils sont tout seuls, tu vois. C'est ce truc-là qui se passe au CES. Et ils sont tout seuls, c'est-à-dire que à Vivatech, il y a la 10, le chargé de com, le chef d'une mission, les N-1, les N-2. Là, il est tout seul. Comme ça coûte cher, ils sont moins nombreux. Exactement. Donc tu peux avoir facilement un quart d'heure, une demi-heure d'échange de qualité avec des hauts dirigeants. Jean-Philippe. Et pour compléter, c'est aussi, moi j'y vais pour tester, trouver des signaux faibles et tester en vrai les choses loin du bullshit marketing. Typiquement, j'ai pu tester des exosquelettes, voir ça marche pas. Au détour d'une allée, j'ai trouvé un écran e-ink solaire en Inde, le truc que tu trouverais jamais ailleurs. Souvent, tu vois, ailleurs a fait un stand avec un écran tellement beau, je ne sais pas comment ils ont fait il y a 2-3 ans, et je cherche toujours quelle technologie ils ont utilisé. Donc c'est aussi ces signaux faibles là qu'on va chercher de tous les pays.
et de pouvoir tester en vrai est-ce que ça marche ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai pas tort quand je dis que c'est un peu le salon de l'agriculture, c'est l'occasion d'aller tâter le cul des vaches de la tech, quoi, grosso modo, et de regarder véritablement si c'est du lard ou du cochon. C'est ça le CES. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Bon, on va regarder un petit peu en détail ce qui s'est passé au CES. Il y a de nouvelles industries qui ont fait leur entrée au CES. Est-ce que tu nous expliques, Olivier, notamment avec la présence omniprésente, visiblement, de L'Oréal. Raconte-nous ça. C'était la surprise un petit peu de cette année. C'est ce qui est, on va dire, rendait un petit peu interrogatif. C'est-à-dire que traditionnellement, ce qu'on appelle une Opti Keynote, une Opti Keynote d'ouverture en français, c'est 500 000 €. Hein. Donc, tu vois, c'est pas donné. C'est 500 000 € de participer. A priori, c'est ça. Ouais, tout à fait. Okay. Et là, c'est L'Oréal qui prend la parole. L'Oréal, on les attend pas au CES. Au CES, dans l'esprit des gens, c'est électronics, c'est consumer, et donc c'est juste des gadgets téléphoniques sans image. Ils en sont restés à 1960. Pour faire ses courses. Sauf que ça, c'était 1960. Et depuis 1960, maintenant, on parle de deep tech, on parle de blockchain, on parle de Web 3, et on parle de beauty tech, de health tech, de sport tech. Donc L'Oréal a pris la parole sur son nouveau rôle, et le rôle de la tech, de devenir une tech company. Et donc, parce que cette technologie peut repousser les limites du possible et surtout les aider à améliorer la vie des consommateurs du monde entier. Et donc ils ont sorti le CEO a sorti un nouveau slogan. Donc c'était la beauté pour tous, et maintenant c'est la beauté pour chacun grâce à la tech. Et ce qui était amusant, c'est qu'il y avait une délégation de chacun, c'est-à-dire que tu vas pouvoir personnaliser en one-to-one, en fait, que ce soit ton marketing, quel que soit ton teint de peau, ça sera tous les teints de peau possibles, mais ça sera pas des grandes familles. Et juste pour l'anecdote, il y avait une délégation de LVMH qui était là, donc à peu près 10 personnes. Je suis sûr que voilà, ça les a interpellés et qu'ils vont se poser la question pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, dans les affiches qu'avait mis L'Oréal, il y avait hyper intéressant sur la partie accessibilité. Tu avais une jeune femme qui pouvait mettre du rouge à lèvres et elle a pas de main, donc il faut un embout pour pouvoir saisir ton rouge à lèvres et t'en mettre. Toi, quand t'as pas de main, c'est compliqué de mettre du rouge à lèvres. Et donc toi, typiquement, une affiche avec ça, tu t'attends pas L'Oréal accessibilité rouge à lèvres. Toi, clairement, c'est pas là-dessus que je les attendais. Et donc tu te dis qu'ils se rendent compte qu'il faut servir tous les consommateurs. Et là, en fait, c'est un mix de mon savoir-faire L'Oréal de faire un rouge à lèvres et mon savoir-faire de la préhension du rouge à lèvres sur l'accessibilité, toi. Donc... Ouais. Jean-Philippe, toi, tu as été sensible à ce discours de L'Oréal. En fait, moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'on a fait tout le strip, donc tous les hôtels, et sur tous les affichages, tout le digital signage, t'avais du L'Oréal partout. C'était mais vraiment plus que Google il y a 3-4 ans, qui avait loué plein de choses. Ils étaient présents, mais partout, ça a dû leur coûter une fortune. Oui, c'était 500 000 keynote d'ouverture, mais après, il y avait tout, effectivement, le strip recouvert de pubs sur des écrans immenses. Hein. Pas des petits vraiment écrans. Dingue. Même jusqu'au bout du strip, t'avais des écrans géants avec du L'Oréal qui s'affichait. Donc, ils ont dû faire une campagne de com de malade. Mais en plus, on peut pas dire que les mecs de la tech, surtout aux États-Unis, sont leurs clients. Donc, quelque part, ça veut bien dire que aller s'afficher au CES, c'est utiliser le coup de projecteur qui est fait sur la tech pour aller toucher le grand public qui s'intéresse de plus en plus effectivement à la technologie, parce que cette technologie elle permet aujourd'hui de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant, et on attend à ce que ces grands comptes soient des moteurs en fait de ces avancées technologiques. Est-ce qu'il y avait d'autres grands comptes qui, je sais pas toi Jean-Philippe, que tu as vu arriver au CES et qu'on n'a pas l'habitude de voir au CES? Il y avait une forte présence de la Corée, beaucoup plus de stands au niveau du Eureka Park. Alors ça, on me l'a dit aussi. Un pote à moi qui est rentré du CES ce week-end, il m'a dit c'était blindé de Coréens. Il y a eu une invasion de Coréens au CES cette année. Ouais. 46% des awards. CES fait des awards d'innovation. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Pourquoi est-ce que la Corée est plus particulièrement... C'est un pays ultra technologique, bien évidemment. Ils ont peut-être pas l'équivalent chez eux de ce salon-là, mais pourquoi cette année plus que les années précédentes? À mon avis, il y a deux sujets. Typiquement, la Corée, c'est deux vrais sujets. C'est la beauté. Donc c'est pour ça que je pense que L'Oréal a voulu un peu peut-être faire un pied de nez à la Corée en allant se mettre. Et deuxièmement, le deuxième sujet de la Corée, c'est les voitures. Donc la voiture autonome, c'est un peu le grand sujet du moment. Donc ils se sont dit, si on n'est pas là,
on va pas parler de nos innovations. Donc je pense que c'est pour ça, parce que moi j'ai vu des délégations Hyundai de l'enfer, mais gigantesques. Donc je pense que L'Oréal a voulu un peu faire un pied de nez à la Corée, je pense. Parce que le beauty tech, c'est très connu qu'en Corée, ils sont très forts là-dessus, toi. Alors, je rajouterais un troisième secteur pour la Corée. Alors déjà, ils étaient très présents l'année dernière. Hein. Ils étaient déjà les deuxièmes, ils nous avaient dépassé l'année dernière en termes de représentation de start-up. Mais je pense qu'ils sont très forts également dans le gaming et dans la réalité virtuelle et les métavers, qui est un domaine qui est en pleine croissance, en tout cas de leur côté du monde. Et donc, il y avait beaucoup de choses autour de la robotique aussi un petit peu quand même. Et puis je pense qu'il y a une question aussi géopolitique parce que le monde aujourd'hui est un petit peu instable et que c'est important pour que la Corée se rapproche peut-être de ses alliés et montre bien dans quel camp est-ce qu'elle se positionne sur un plan géopolitique. On a vu qu'il y avait des élections à Taïwan en fait ce week-end. Vous avez vu les résultats de ces élections. Ouf. Mais bon, ça ne présage rien de bon puisque la Chine avait dit que si le président en question était élu, ça serait très 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 mauvais pour Taïwan. Et pourtant, la population a eu le courage de voter pour. J'ai plus le nom du président en tête, mais donc je me demande aussi s'il n'y a pas une sorte de se resserrer les coudes entre nous, quoi, en fait, entre démocratie libérale du bloc de l'Ouest, quoi, en fait, et le CES était peut-être aussi une occasion pour faire ça. Tu parlais aussi de Essilor qui était là, grosse présence de Essilor. Ouais, Essilor en tout cas était présent, effectivement, un fabricant de verre. Voilà, c'est un salon tech, son image, comme je disais à l'origine, donc on s'attend pas à voir quelqu'un comme Essilor qui a pu être présent. Ils présentent quoi, par exemple? Aujourd'hui, ils ont présenté un prototype de paire de lunettes, en fait, qui s'appelle Nuance Audio. C'est une technologie auditive qui est associée à la paire de lunettes, en fait, et en fait, qui a une certaine intelligence et qui va amplifier les sons des voix qui viennent de la direction vers laquelle notre regard se porte. Et en fait, il part du principe que, avec l'âge qui nous gagne, on est appareillé, et l'appareillage est toujours un facteur psychologique extrêmement fort et mal vécu. Et ils disent que il y a cet intermédiaire-là qui peut aider donc ça embarque à la fois la lunette et l'appareil auditif, c'est ça? Exactement. Et ça n'amplifie que vers ton regard, en fait. Ce que tu regardes, donc, c'est-à-dire ton interlocuteur peut avoir du bruit ambiant, à table par exemple, et tu vas entendre la personne qui est juste en face de toi parce que ce son-là va être amplifié. Mais tu sais là ce que tu es en train de dire, Olivier, moi j'y crois énormément, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a un low-hanging fruit, comme disent les Américains, qui est justement sur l'accessibilité et toutes les personnes un petit peu à handicap. Il y a tellement de trucs où l'intelligence artificielle peut rapidement régler les problèmes qui ont été là depuis des années. Et ça serait, ça c'est clair. Je te donne deux exemples qui vont te faire sourire. Bon, je suis désolé de parler de mon frère, mais il est dans une boîte audio, donc pour le coup, eux, ils ont développé une technologie qui permet, avec un seul micro et de l'IA, justement, d'être capable. Donc, c'est en clair, si toi, t'as un bébé derrière toi qui parle, qui pleure pendant une visioconf, on va pas l'entendre. Et t'as une deuxième boîte que je trouvais hyper intéressant. Quand tu es sourd et que tu veux jouer aux jeux vidéo, c'est difficile parce que tu meurs très vite, parce que tu vois pas les monstres arriver. Et donc, t'as une boîte qui s'appelle Deaf Ace, qui, en fait, avec des capteurs sur la télé, te dit d'où viennent les monstres et d'où ça arrive, tu vois. Et donc là, typiquement, tu te dis, du coup, ils te disent que grâce à ça, les gens qui sont sourds peuvent enfin jouer aux jeux vidéo et rester plus de 2 minutes dans la partie, tu vois. Donc cette année, une absence relative des représentants politiques. Tu nous disais, Olivier, il n'y avait pas de ministre. Ouais, alors certains ont dit. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été punis? Ils ont pas bien bossé ou qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a 2 ans, il y avait Clara Chapas qui était là, hein, la patronne de la French Tech. L'année dernière, c'était Jean-Noël Barrot. Cette année, il n'était pas prévu. Alors certains ont dit oui, mais il y a le changement de gouvernement. Non, le changement de gouvernement, il a été annoncé pendant le CES, hein, juste au tout début. Donc c'était prévu depuis longtemps. Moi, j'avais sondé un petit peu qui serait présent. Donc ça interpelle effectivement sur, en fait, peut-être un moment de transition. C'était que Business France qui était présent. Ça soulève quand même des questions sur le soutien institutionnel à l'international. Vous aviez donc Renaud Muselier qui était le seul président de région, la région Sud, qui était présent. Renaud Muselier, c'est PACA, quoi, c'est ça?
Ouais, région sud, qui était présent, qui était là au moins Région le sud, premier. attendez, moi j'ai perdu un épisode là. Maintenant on parle sud, nord-ouest, est. Non, Ouais. parce que je sais qu'on avait rationalisé les régions, mais alors là maintenant, comme ça fait Je crois que 14 c'est région ans que je suis sud. en France. Alors là, on a divisé en 4, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a est, ouest, sud et nord Non, maintenant? non, il y en a 13 toujours, hein, région. Ah, Mais, d'accord. et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur la partie de Business France, ils te rangent les startups par région. Donc les étrangers, ils sont complètement perdus parce ils ont tous les... Donc du coup, débile. Ouais, moi j'avais un Américain qui m'avait dit Occitanie, mais c'est quoi? C'est près de la Bosnie? Pour lui, tu vois, il comprend que l'Europe c'est déjà le bordel, mais alors là, déjà qu'ils sont nuls en géographie les Américains, donc mettre des régions, ouais, ils ont mais en déjà fait, du mal avec la France. Alors, après, c'est logique parce que c'est les régions qui subventionnent les bourses pour le coup, donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est notable, c'est que comme la région Auvergne fêtait ses 10 ans au CES, ils ont décidé de prendre un boost complètement à part et de pas être dans la French Tech. Ce qui a fait un énorme pataquès que la French Tech a dit que ça désolidarisait. Donc en fait, ils avaient leur propre stand. Et c'est pour ça que cette année, ils n'étaient pas sous les couleurs de Choose France. Alors, on peut dire ce qu'on veut de la French Tech, mais l'histoire du code couleur, au moins on sait que toutes ces boîtes sont sous la France. Quand tu vois par exemple la Pologne ou les Pays-Bas, eux, ils font des boosts déjà qui sont ronds. Donc tu vois pas aucune des startups au milieu. Nous, vu que c'est des allées, parce que moi j'exposais dans le cas de Choose France, et bah du coup, on a beaucoup plus de passages et donc c'est quand même beaucoup plus intelligent que de faire un boost avec une seule couleur. Et puis du coup, bah comme les gens trouvent jamais la bonne startup, moi je t'avoue, j'ai pas mal fait quand les gens viennent nous voir, tu les vois galérer, tu regardes du coup la région et comme nous on connaît un petit peu notre géographie française, on dit bon bah tiens comme c'est l'Île-de-France, cherche. C'est un salon pour les Français, bordel. On s'en fout quoi. C'est Oui, pas le salon de l'agriculture. Oui, mais du coup, tu vois, moi j'ai interpellé plein de gens qui clairement seraient jamais venus me voir parce que je les ai vus perdus. J'ai fait la guide et du coup, bah ils m'ont dit, toi, ta boîte fait quoi? Ouais, d'accord. Ouais, Okay. bon, je suis. Alors, je crois que c'est la région Rhône-Alpes, Camille, parce que Auvergne. Ouais, Rhône-Alpes, en effet. En fait, ouais, j'ai discuté avec les responsables du stand, puisque effectivement, c'est quelque chose qui m'a laissé un peu interrogatif. En fait, ils avaient beaucoup de startups, ils voulaient prendre un peu plus de place et Business France aurait refusé qu'il y ait une taille trop imposante au sein de leur environnement. Donc, il y avait quand même quelques startups Rhône-Alpes au sein de Business France, mais il y avait plus de 30 startups qui étaient effectivement dans un environnement Rhône-Alpes. Le CEA également avait son propre stand qui était à part. Historiquement, il était plus proche d'ailleurs de Rhône-Alpes que de Business France pour le coup. Mais voilà, Rhône-Alpes, ça avait 80 startups présentes sur les différents espaces, parce qu'ils viennent soit sur les espaces subventionnés, mais ils peuvent aussi venir par eux-mêmes, soit au LVCC, soit au premier étage du Venetian Expo quand ils en ont les moyens. Mais là tu disais, Olivier, le pavillon France, il n'existait pas quoi en fait au Venetian Expo. En fait, il faut savoir qu'au Venetian Expo, il y a deux floors, il y a 2 étages. Donc en bas, c'est vraiment les sociétés très early, les startups elles peuvent pas avoir plus de 3 ans en fait. Donc déjà, elles peuvent pas venir plusieurs fois au CES puisqu'il faut avoir moins de 3 ans. Et après, en fait, au premier étage, il y a également des pavillons nationaux. Et la France est quasiment un des seuls pays qui n'a pas de pavillon national, puisque que ce soit la Suisse, l'Allemagne, le Japon, ils ont effectivement des pavillons à la fois à Eureka Park en bas, mais à la fois également au premier étage du Venetian Expo. Mais qu'est-ce que ça raconte ça? Sur un plan de la politique interne, bon, c'est clair que la Startup Nation, ce rêve qu'on nous a fait lors du premier mandat de Macron, il fait plus rêver, quoi. C'est plus le discours de politique interne qu'il faut avoir. On est une startup, on est une nation, on croit au futur, machin, nanana. Ça, c'est clair. Et sur le plan international, c'est quoi? C'est un... Alors, moi je diminuerai un peu ce que tu es en train de raconter. Il y a 2 choses. Un, ça coûte très cher de faire venir des startups au CES. Quand même, faut être clair, c'est un gros budget. Et moi, typiquement, on était beaucoup subventionnés. Moi, j'avais un stand et on était énormément subventionnés. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi bien d'éviter de mettre beaucoup d'argent sur des startups qui viennent et qui font pas le taf. Donc, il y a ça. Mais je parle pas des startups là, Camille. Je parle des politiques. Oui, mais... Je veux savoir pourquoi est-ce que la France n'a pas un vrai pavillon comme toutes les autres nations. Je veux savoir pourquoi est-ce que Bruno Le Maire était pas là. Je veux savoir pourquoi est-ce que les politiques sont pas présents, ou alors est-ce que c'est parce que la presse n'était pas là, donc du coup ils Alors tu parlais d'une fameuse soirée. La petite musique peut-être indique dans le salon que ce serait cette soirée-là qui aurait échaudé et qui, pour ne pas être éclaboussé avec cette instruction de dossier, serait pas venu. Bon, c'est une bonne excuse puisque je pense qu'il faut quand même accompagner. Juste pour la petite anecdote, c'est vraiment, Camille l'a dit, mais c'est vraiment les régions qui subventionnent, c'est pas du tout
la French Tech ou le gouvernement. Donc c'est vrai que quand en bas c'est, on va dire, même si Camille a raison, c'est un peu cher. Quand t'es au premier étage, t'es plutôt une scale-up et là ça coûte c'est x4 ou x5 quoi en termes de surface, et donc c'est cher. Et si t'as pas l'aide du gouvernement, c'est la région peut pas se le payer. T'as beaucoup de boîtes, hein. T'as beaucoup de boîtes aussi qui ont décidé d'annuler leur présence au CES cette année au dernier moment parce que tu sais en ce moment écologiquement c'est compliqué à expliquer. Il y a des boîtes qui sont sont des grosses boîtes, mais c'est un sacré budget justement quand t'es pas du tout subventionné. Genre quand t'es un Bouygues, un truc comme ça, t'as des boîtes qui avant étaient là et qui là ont fait le choix de ne pas venir. Bah comme L'Oréal, comme Plasticomum qui décide au dernier moment. Bah en fait c'est quand même un gros budget, toi. Je veux dire. Parce que les stands, ça coûte très très cher. Quand t'es à l'Eureka Park, t'as genre 2 mètres carrés. Donc toi, c'est facile, t'as un Kakemeno, une télé, point. Quand t'es au LVCC, à mon avis, t'es pas sur le même tarif. Donc faut avoir le budget. Alors, les grandes tendances du CES 2024, plusieurs sujets dont tu en parles d'ailleurs dans ton article, Olivier. Le sujet omniprésent, hein, on peut s'en douter, ça a été l'intelligence artificielle, encore une fois, mais aussi la robotique. Olivier, tu nous en parles. Qu'est-ce qui t'a marqué qu'est-ce qui était le plus intéressant sur ce sujet de l'IA et de la robotique? Je serais humble, j'ai pas tout vu. Hein. C'est vrai que tu peux pas voir l'ensemble du salon, tu vois peut-être 20 à 25%. Non, mais tu m'as dit qu'Amazon, tu avais vu des trucs chez Amazon et puis chez ils ont dévoilé de nouvelles expériences avec Alexa qui est alimenté par l'IA générative. Hein. Par ailleurs, je m'attendais à voir beaucoup d'IA générative. Le mot était pas très utilisé, en fait, peu utilisé, parler d'IA tout simplement. Par contre, il y en avait partout. Sous les stands, parlait d'IA. T'avais LG qui a dévoilé un robot domestique intelligent, donc avec l'IA qui peut marcher et reconnaître les utilisateurs. T'avais même le barbecue avec de l'IA. Je veux dire, c'est sans fin. Hein. Ouais, d'accord. Donc tu mets de l'IA partout, quoi, en fait, quoi. C'est ça. Voilà. T'avais le petit objet de la société Rabbit. Si jamais il y a un objet qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux et sur place, c'était ce petit objet Rabbit Air1. Qui est, je sais pas si ça va marcher, mais un petit carré orange. Non, mais moi je te dis, ça va pas marcher, hein, on est d'accord. Ça va? Non, mais vous êtes complètement excité dans le groupe WhatsApp de la Hacienda avec ce truc-là. Moi, je ne dis pas que ça va marcher. Hein, je suis pas une avastase, ça c'est clair. Mais je comprends pas comment vous pouvez vous exciter sur ce truc-là. Très honnêtement, c'est un mauvais iPhone. C'est une mauvaise démo du prochain Siri sur l'iPhone. Et il dépend du smartphone, en fait. Il dépend du smartphone. Bah ouais, mais bon, tout ça, tu vas l'avoir là, attends, mais hein, la conférence Apple tu vas voir ce qui arrive sur. Je veux pas discloser, mais vous attendez de voir ce qui arrive sur Siri. Hein. C'est colossal. Carlos, t'oublie pas qu'il y a eu une innovation qui a été soulignée alors que c'est le truc le plus inutile de la Terre. C'est un espèce de truc que tu mets autour de ton iPhone pour récupérer un clavier physique. Quand les gens s'excitent pour ce genre de produit, tu te doutes bien qu'en fait, c'est hyper bizarre, toi. J'ai 2 mecs américains qui disent la plus grosse innovation en numéro 1, c'est un étui que tu mets autour de ton iPhone qui te fait un clavier physique. Je sais pas, comme un BlackBerry, en fait. C'est genre les gens je vois même pas ce dont tu me parles. Bah, c'est j'ai mal à imaginer ça. Nostalgie du BlackBerry, en clair. D'accord. Ah, ok, d'accord. On remet du clavier physique sur l'iPhone. Ok. Alors moi, je dis pas que ça va marcher, hein. Je dis simplement que c'est ça qui a fait le plus de buzz et, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas. Non, Bokinat aussi. Il faut que ce soit très Bokinat faut que ça fasse ses preuves. Ouais. Jean-Philippe, sur la partie robotique, ça m'intéresse. T'as vu quoi? Moi, je pense que la combinaison de l'intelligence artificielle et de la robotique, on a une sorte de perfect storm là. On a l'impression que ces deux technologies arrivent à une forme de maturité là maintenant, où on va avoir des choses très intéressantes. Moi, j'ai pas été convaincu. En fait, j'ai pas trouvé qu'il y a énormément d'IA et de robotique comparé à peu près il y a 3-4 ans où t'avais vraiment des robots partout qui faisaient tout et n'importe quoi, du last mile delivery. C'est pareil, là il y en avait 1, 2, mais pas énormément. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est la partie santé, où là, ça vraiment, j'étais impressionné de la quantité d'objets de santé. Beaucoup plus que l'IA, où effectivement il y avait le mot IA, mais juste pour la forme. Robot, il y avait des choses, mais pas impressionnant par rapport aux autres années. Un seul truc, le tracteur de Deere,
Ça ferait plaisir à Pierre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est non seulement le tracteur, il est autonome, mais ils sont capables de gérer plusieurs tracteurs autonomes sans qu'ils se rentrent dedans. Moi, c'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et donc, j'ai pensé à toi et ton amour de cruise. Et clairement, ça, c'est un produit très utile, hyper intéressant. Et surtout, le problème globalement de quand t'es dans l'agriculture, c'est que souvent, on fait des éléments pour pouvoir ramasser les fruits, les pommes et des choses comme ça. Mais souvent, t'as des grands problèmes à ce moment-là de préhension, des choses comme ça. Et là, ils ont commencé à faire des produits qui vraiment ne détruisent pas le produit, qui est capable de gérer en autonomie avec d'autres tracteurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ramasse, l'autre qui prend la pomme, le troisième qui l'emmène au dépôt. Moi, franchement, ça a été mon meilleur stand. Oui, sauf que les agriculteurs n'ont pas les moyens de s'équiper avec ce truc-là. Aux États-Unis, si. Pas en Europe, mais aux États-Unis, oui. Mais c'est surtout ce que ça permet, en fait, ça permet un truc pour l'agriculteur, c'est le multitasking. C'est que pendant que ces robots font ça, lui, il peut aller s'occuper de faire autre chose, etc. Et donc, effectivement, et aussi, tu vois, par exemple, t'as une tempête qui arrive, au lieu de perdre ta récolte, tu peux forcer la récolte beaucoup plus tôt parce que faut mieux faire une récolte moins bonne, mais avec des tracteurs automatiques que de perdre tout, hein. Parce qu'il y a une tempête, un cyclone et tout ça. Et si t'avais pas le moyen de te payer le tracteur, il te donnait une casquette. Voilà, t'as une jolie casquette verte, tu vas me dire. T'avais une casquette dire. Non, c'est cool, c'est pas mal, c'est mieux qu'un coup de pied au cul. Sur la partie santé, Jean-Philippe, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que si on regarde ça avec l'œil américain, il y a un véritable problème aux États-Unis. La santé coûte excessivement cher. Alors, ça commence malheureusement à être aussi un peu le cas en Europe, même si la France résiste et j'espère qu'elle va tenir bon parce que c'est quand même des choses les plus belles qu'on a en France, c'est la capacité encore de pouvoir se soigner presque gratuitement. J'espère juste qu'on n'aura pas à faire 3 heures de queue ou voire plus, comme c'est le cas en ce moment. Mais la santé, c'est un véritable souci et je pense qu'il y a une transition aujourd'hui chez le consommateur américain qui a compris qu'il allait, il voit en la technologie la capacité de faire plus de prévention. Et puis en plus, les Américains adorent. C'est un rebond du Covid. Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, le rebond du Covid, ça c'est super intéressant. On en discutait avec Camille au petit déjeuner. En fait, t'as plein de thématiques de pendant le Covid, j'avais pu lever d'argent, ma startup est morte parce que j'avais un super projet, mais le focus c'était le Covid. Et en fait, ce qu'on voit maintenant, ça va être de la santé B2C, de la santé B2B2C, donc par exemple des seringues sans aiguille, des endoscopes, mais vraiment plein de choses qui vont jusqu'à des appareils miniaturisés dans l'hôpital. Et le corollaire aussi, c'est toute la partie pet care. Donc les animaux que tu as eu pendant le Covid, il faut les soigner. Donc ils ont toute une série d'objets jusqu'à aller faire des visioconférences avec ton animal pour essayer de le soigner. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et l'accessibilité aussi qui était présent. On parlait tout à l'heure des lunettes pour pouvoir bien entendre. Il y en avait plein. Il y avait des oreillettes. Il y avait des choses pour quand tu as un glaucome pour pouvoir déplacer la vision avec des smart glasses de manière à mieux voir les choses. Donc, plein de pour la d'éléments. dyslexie aussi. Et en fait, ouais, pour la dyslexie, pareil. Et en fait, la conclusion qu'on avait, c'est que c'est un CES sérieux où t'as plein d'objets qui arrivent qui sont pas délirants. Il y en a très peu de délirants. Ouais. C'est vraiment des retours de projets sérieux et physiques. Donc c'est assez impressionnant. Je rajouterais derrière santé bien-être parce que la santé c'est au sens large. Exactement. C'est vraiment bien-être. Il y avait notamment un coussin, un oreiller, un motion pillow de Motion Sleep qui est alimenté par l'IA, qui détecte juste la position de la tête de l'utilisateur pendant son sommeil pour améliorer sa qualité. Et à noter que les Français sont pas en reste puisque Barracuda sont toujours là et Weezing aussi, c'est toujours les Frenchies qui ont. Alors Weezing est au LVCC, Barracuda est à Vision Expo premier étage. Mais WeThings, maintenant, ça fait partie de Nokia, non? Alors, non, ça a été racheté, racheté après par le fondateur. Ah oui, ça a été re-racheté, c'est ça, ouais, d'accord, oui, j'avais pas suivi. Et ils ont sorti un multiscope connecté qui s'appelle BIMO, qui marie plusieurs technologies et qui peut permettre de faire des premiers, on va dire, soins, en tout cas, détection. Tu pourras faire ton électrocardiogramme toi-même, calculer le taux d'oxygène dans le sang, bien sûr le thermomètre et tout ça par toi-même. Et puisqu'on développe pas mal, tu parlais mais le thermomètre, on met. Alors c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est qu'il est ajouté, ça ressemble à un thermomètre, mais maintenant ça fait beaucoup plus de choses qu'un thermomètre. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es avec en télémédecine, maintenant tu vas pouvoir faire des premiers examens chez toi et avoir justement faire peut-être 3 heures de queue. C'est exactement ça. C'est de commencer à faire du diagnostic soi-même et de transférer de la data aux médecins. Non, ça c'est clair. Ça c'est une grosse tendance.
Et puis alors, vous me parliez d'un autre truc, c'est l'industrie automobile. Elle est toujours super représentée au CES. Ça a été une des industries qui a embarqué de la technologie le plus vite. Et cette année, alors, Olivier, quelle marque se distingue pour toi? Oui, alors je vais en citer peut-être deux autres que en dehors de mon article. C'est déjà l'année dernière et l'année précédente, il y avait VinFast qui était sorti. C'est un Vietnamien qui en 2-3 ans sort des véhicules, des gammes entières de véhicules électriques, ce qui est assez impressionnant. Et puis là, je vois que la Turquie fait pareil avec TOG, TO2G. Et à chaque fois, ils parlent pas forcément de véhicules, hein, ils parlent d'expérience mobile et de mobilité, d'expérience quasiment de salon, avec donc ces nouveaux acteurs au-delà des traditionnels. Et puis tu avais Sony qui a présenté quelque chose, un accord avec Honda, je crois. D'ailleurs, Sony l'année dernière, pour la première fois, ne présentait pas un seul écran. Il présentait que deux produits. Il présentait la PS5 et puis un concept car. Donc avec cette idée, cette vision que demain, dans les véhicules autonomes, tu vivras des expériences d'entertainment à l'intérieur de ta voiture. Camille, toi de ton côté, d'autres industries de grandes tendances industrielles? Point de vue voiture, j'avais jamais vu une Rivian. J'avoue, j'ai aussi beaucoup rigolé. Et j'ai vu aussi des camions électriques, mais des trucs gigantesques. Du coup, j'ai du mal à mon petit esprit européen avec camions et électriques dans la même phrase, on va dire. Voilà. J'ai aussi vu une Cybertruck comme là, je suis à San Francisco. Donc c'est marrant d'en voir dans la vraie vie, tu vois. Parce que pour l'instant, dans la vraie vie, ouais. En Europe, c'est un concept qu'autre chose. Moi, je t'avoue, j'ai été sur les véhicules comme c'est. Mais tu sais pourquoi, hein, c'est tout le côté. Ici, on est dans un gros délire en ce moment à Silicon Valley, que c'est preppers, qu'en fait, c'est grosso modo tout le monde attend la fin du monde et l'apocalypse et le gros délire quand t'as du pognon, c'est non seulement d'avoir un Cybertruck, mais aussi de fabriquer ton bunker en fait et puis te préparer au tir à l'arc et savoir survivre avec des combinaisons antinucléaires quoi en fait. C'est un peu ça le délire et c'est très sérieux hein. Et les gens prennent ça. Je vais donner deux anecdotes qui vont te faire sourire. Moi, je t'avoue, je me pensais qu'aux États-Unis, c'était un peu le pays des GAFAM. Et on a eu énormément de prospects qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas si fans des GAFAM, finalement. Qu'ils en avaient marre de leur faire confiance, qu'ils voulaient que les tirs partis dans la cybersécurité, ils en avaient marre. Donc finalement, nous, on est une boîte française de cybersécurité. Et on a des grosses boîtes américaines qui nous ont dit ça nous intéresse. Tu dis... Ah d'accord, vous avez tout ce qu'il faut à la maison et ils me disent ouais parce qu'en fait on sait que vous n'allez pas donner nos données comme ça, vous posez beaucoup plus de questions que les boîtes américaines. Et je vais donner un deuxième élément. Moi je suis chez des amis à San Francisco et je pensais que toi écologiquement j'étais très très loin. Et genre je passe ma journée à éteindre les lumières, à dire tiens fais plutôt le marché de la vaisselle en fait on a plein de réflexes en tant qu'Européens, on est complètement conditionnés mais on s'en rend pas compte. Et quand tu vas chez des amis qui sont vraiment dans la posture américaine, je me suis rendu compte que je suis devenue presque une ayatollah de l'écologie pour eux. Et à San Francisco, tu es dans un endroit hyper green avec des gens qui soi-disant sont hyper respectueux du développement durable et de la planète, etc., etc. Mais non, mais je suis entièrement d'accord. Oui, la lumière, c'est un truc. Ouais. Pourtant, je peux te dire que la facture d'électricité, elle n'est pas gratuite. L'électricité aux États-Unis. Alors, je vais vous demander votre sélection personnelle. Vous allez me donner une start-up ou peu importe, une innovation, une expérience qui... c'est difficile parce que vous avez vu tellement de trucs, hein, mais je vais vous en demander une chacun. Qui est-ce qui veut commencer? Moi, j'en ai une que Jean-Philippe, d'ailleurs, j'ai fait connaître à Jean-Philippe, mais qui n'exposait pas, mais... Au détour d'un prospect, j'ai découvert une boîte je pense qui va être à suivre, qui s'appelle AE-NDIR. C'est, normalement, la biométrie, c'est forcément le doigt ou les yeux, tu vois. Et eux, ils utilisent les ondes cérébrales pour te créer ta signature biométrique. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc, ils arrivent à détecter des trucs très intéressants comme si le fait que t'es enceinte, que t'es sous influence de l'alcool, que t'es sous influence de cannabis. Par onde cérébrale. Ouais, par onde cérébrale. Et Jean-Philippe pourra témoigner parce qu'il les a rencontrés. C'est une start-up de Burning Man? Non, c'est une start-up américaine qui est à Mountain View d'ailleurs, qui je pense explosera dans le prochain CES. Aujourd'hui, rien n'est vraiment public parce que ils ont tous les patents, mais ils sont en train de, je pensais, de passer au Nexus. Mais moi, je t'avoue, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la biométrie, tu peux facilement avoir mon empreinte, tu peux facilement avoir mes yeux, mais pour avoir mes ondes cérébrales, je te souhaite bien du courage parce que ça ne se fait pas. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant.
Intéressant. Si ça marche, c'est génial, bien sûr. Parce que là, on rentre dans l'ordre presque de la télépathie. C'est-à-dire que moi, déjà, par exemple, tu vois, quand je vais au Whole Foods à San Francisco, je paye avec ma main. C'est-à-dire que je vais faire mes courses, je n'ai ni de téléphone, ni de portefeuille, ni de carte bleue avec moi. Je peux aller faire mes courses à poil. C'est-à-dire que j'ai enregistré au Whole Foods la paume de ma main, c'est-à-dire l'empreinte de la paume de mes deux mains. Je fais mes courses, je mets tout ça dans mon caddie, j'arrive au Whole Foods, je pose ma main sur un appareil horizontal, et ça y est, c'est fini. C'est relié à mon Prime, ça met mes trucs, et je sors du magasin, et c'est fini. Donc effectivement, là, ce que tu dis, et c'est super intéressant, parce que j'ai même plus besoin de poser la main. C'est-à-dire, j'arrive à la caisse, ça enregistre mes ondes cérébrales, on a découvert qui j'étais, si j'étais Prime ou pas, etc. Et je m'en vais, quoi, en fait. Donc, Jean-Philippe, ta start-up, ou ton expérience, ou ton produit, c'est pas forcément une start-up. Il y a vraiment beaucoup trop de choses. Je dirais que si je devais en choisir qu'une. Jean-Philippe, t'as voulu participer à un Silicon Carnet, c'est un exercice qui est difficile. Et oui. Alors, si je dois en choisir qu'une, celle où je me suis retourné en me disant waouh, ça parle à mon âme de geek, il faut absolument que je fasse la même chose. Ouais. C'était un bandeau de LED de sécurité. Vous savez, les poteaux qu'on met pour délimiter des salles ou des pièces, etc. Donc on met des poteaux et puis on met un bandeau en nylon classique. Et en fait là c'était un bandeau de LED. Line, do not cross. Exactement. Et en fait là c'était un bandeau de LED animé qui s'affichait, un peu comme dans tous les films de science-fiction, cyberpunk. Quand il y a un crime, etc., il déploie des bandes, et les bandes sont animées en vidéo avec plein de signaux que tu peux faire passer. Ça vaut hyper cher, 2500 € le kit. Je pense qu'on peut faire 10 fois moins cher, et je crois qu'ils discutent avec les JO pour justement mettre ce genre de choses en place. Non mais t'imagines les tracks d'athlétisme, des trucs comme ça, pendant qu'ils courent, machin, où t'as des indications du nombre de mètres qui restent, qu'en fait, tu vois, qu'une sorte de... Non, on peut faire des trucs incroyables avec ça, ouais, c'est clair. Ouais. Olivier ? Donc, je vais choisir Augmental, qui a proposé juste avant le CES ce qu'ils appellent le MouthPad, donc une souris qui est pilotée avec sa langue. Donc, on met un petit objet sous sa langue et ça fait office de pavé tactile sans fil, contrôlé par sa langue. C'est un dispositif d'accessibilité pour ceux qui n'ont pas de main ou qui ont des problèmes d'exoculation. Les paraplégiques. Les paraplégiques, pas mal de monde. Lourd. Donc ça, c'est leur premier produit et c'est vrai que ça fait... C'est génial pour déjà, ils ont fait des démos sur me repérer sur Google Maps, faire mon interface. Et ils imaginent un deuxième produit qui est pareil, tu parles mais sans voix en fait, qui permettra d'aller beaucoup plus loin comme... taper un texte en fait et dicter un texte avec ce deuxième produit et en échangeant avec eux aujourd'hui c'est l'accessibilité, mais ils imaginent pourquoi pas un débouché sur la réalité virtuelle et le gaming, en se disant que finalement peut-être que l'interface voix ou en tout cas pas les voix, je sais pas, ou le mix des deux permettrait d'être beaucoup plus performant dans des environnements virtuels. Bon, ça restera démontré pour voir quels produits pourront sortir dans ce sens-là. Bon, visiblement, il y avait plein de trucs. Bravo, félicitations. Merci d'avoir partagé avec nous tout ce que vous avez découvert. Vous avez été faire les chiens truffiers à Vegas et vous êtes revenu avec plein de pépites. Je vais essayer de mettre d'ailleurs les vidéos et les photos de tout ce que vous nous dites. En dehors de Vegas, vous êtes sortis, vous avez été... Camille, tu voulais rajouter Avant, juste, il y a un truc qui est intéressant. Moi, j'ai entendu une rumeur comme quoi le CES voudrait lancer un CES maintenant en mars, parce qu'ils ont considéré qu'un par an, ce serait peut-être pas suffisant. Je sais pas si cette rumeur va être validée ou pas, mais apparemment, il y aurait 2 éditions du CES qui arriveraient maintenant. Donc, j'attends de voir l'annonce officielle, où ce sera peut-être un plus petit CES, mais parce que là, en ce moment, il y a pas mal de salons dans le monde qui lancent une version intermédiaire, parce que c'est une façon de se faire 2 fois plus d'argent, si je peux me permettre, potentiellement. Donc, c'est à suivre. D'accord. On va suivre ça. J'ai pas entendu la rumeur. Pas, d'ailleurs. Et les dates des prochains CES, ça sera du mardi au vendredi les 2 prochaines années. On le saura bientôt alors. Donc, on les connaît. En dehors de Vegas, qu'est-ce que vous avez fait ? Forcément la sphère, forcément. Alors qui a fait la sphère ? Alors on explique. La sphère, c'est ce truc absolument dont tout le monde parle à Vegas. Il faut vraiment y aller. En ce moment, il y a YouTube qui est en concert. J'ai un pote qui y a été et qui m'a dit qu'il avait pris une claque monumentale. Est-ce que vous avez vu le concert de YouTube, c'est ça ? Alors non, ils ont fait que 42 dates. Il n'y avait plus YouTube.
Donc on est juste sur un spectacle classique d'1 heure. Vous avez fait la démo, sur, le truc démo. sur la démo, voilà, on a fait la. Ouais. Et la c'était démo. bien. On fait une pause pendant le CES. Ouais, c'est assez incroyable. C'est vrai que mais déjà parce que c'est à peu près à 360. Et quand les rares fois où ton regard est pris sur le côté, c'est comme si tu étais dans Star Trek et que tu avançais sur la Terre ou sur nous. Donc c'est assez saisissant, c'est assez bluffant. On est assis ou c'est debout? On est assis, ouais, on est assis. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec, je sais pas moi, le Futuroscope là? Il y a 10 000 places, je crois. 10 000 places? Ouais, donc c'est vraiment, t'as l'impression d'être, en termes de ressenti, c'est comme quand tu mets un casque de VR type un Quest et que tu regardes des vidéos 360. T'as l'impression d'être immergé. Ouais. Sans mal de mer, oui. Enfin, presque sans mal de mer. Mais sauf que t'es avec 10 000 personnes à côté de toi. Et donc, quand le machin bouge, tout le monde bouge en même temps. Et c'est assez bluffant. Ça reste, comme tu disais, une vidéo de démonstration parce que c'est assez inégal sur les contenus. Tu sens qu'ils ont ils racontent une histoire qui est, je trouve pas extraordinaire, et ils mettent des contenus jolis, de nature, etc., qui vont varier suivant le dispositif utilisé pour filmer. Donc parfois c'est super bon, et parfois c'est un peu décevant. Mais dès que tu auras un bon réalisateur, t'imagines un vaisseau de Star Wars qui est en train d'arriver, je pense que tu te fais directement embarquer dans ce genre de choses, et ça peut donner des choses. Et ça marche sympa. En termes de concert, de musique, ça marche super bien. Mon pote, il me disait, il connaît très bien U2, il y va régulièrement. Il m'a dit, là, j'ai redécouvert parce que t'as tout l'univers de la chanson. Par exemple, quand il chante Sunday Bloody Sunday, tu te retrouves dans les rues de Belfast et t'as l'impression d'être vraiment dans la rue de Belfast. Il y a des trucs au milieu du désert, et t'es dans le désert, et donc t'as vraiment une sorte d'esthésie, c'est-à-dire de combinaison de plusieurs sens. En plus, tu peux rajouter à ça de l'odeur, tu vois, des parfums, il y avait effectivement des ventilateurs qui faisaient du vent, et le siège est connecté, hein. Donc le siège, même s'il n'a pas été exploité beaucoup pendant la démo, parce que c'est une démo qui s'y prêtait pas forcément, mais le siège peut bouger, envoyer quelques vibrations, bouger de gauche à droite. Donc c'est vrai que, comme le dit Jean-Philippe, je pense que voilà, maintenant c'est un outil qui est à la disposition de créateurs, et voilà, qui pourront utiliser les possibilités sans limite de ce nouvel objet. Bon, écoutez, merci, c'était super. C'était impromptu, au pied levé, comme on pourrait dire. Merci à toi. Mais c'était super sympa. C'était le pari que je vous avais donné. J'ai pas été au CES. Et là, j'ai l'impression d'y avoir été grâce à vous. Donc, merci. On a hâte de lire vos comptes rendus. Envoyez-moi les liens. Je ferai passer, bien évidemment, tout ça à travers Silicon Carnet. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos. Bye bye.